moi, je vais vous parler un petit peu du système général de production d'évidence avec le système de primary evidence où on a le développement d'essais randomisés, par exemple, et peut-être pas seulement d'essais randomisés, d'emulated trials peut-être également, la phase de revue systématique et puis après la phase de développement des guidelines, en fait. Donc c'est un ensemble d'un système qui existe dans ce domaine. Alors effectivement, au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion d'intervenir à la fois dans les trois domaines, puisque j'ai commencé par développer des guidelines, puis après j'ai été trialiste et enfin j'ai fait de l'évidence synthesis. Et donc j'ai un certain nombre de réflexions là-dessus. Alors la première, c'est qu'actuellement on pense que le système de revue systématique et de méta-analyse, il ne va pas très bien en fait. Il ne va pas très bien. Pourquoi? Parce que, en fait, même quand on considère l'ensemble des revues systématiques réalisées, ça ne donne jamais une synthèse à jour et complète pour une maladie donnée. En fait, le système, il nous donne une série de revues systématiques qui diffèrent en termes de critères de sélection, de date de recherche, de qualité méthodologique. Et très souvent, il y a des overlaps extrêmement importants entre les différentes systématiques review. Et puis aussi, il y a énormément de duplications et en fait, le système, il n'est pas très efficient. Alors quand on regarde, par exemple, ce qui existe, nous, on l'avait regardé dans le domaine du cancer du poumon. Quand on est aussi bien un médecin qu'un malade, on aimerait avoir une synthèse mise à jour en permanence des meilleurs traitements disponibles dans cette maladie. Donc on a regardé sur une période donnée, il y avait 58 traitements disponibles, 92 essais randomisés qui avaient été réalisés, 32 000 malades inclus dans ces essais, et sur cette période, 29 revues systématiques effectuées, donc un réseau très complet d'essais, etc. Mais si on regarde chaque année au 1er janvier toutes les revues systématiques existantes sur cette pathologie, eh bien on voit que 40 à 66% des traitements sont manquants, 45 à 70% des essais ne sont pas pris en compte, et 30 à 58% des malades sont manquants. Donc en fait, on est toujours en retard avec ces méta-analyses et on n'a jamais finalement une revue mise à jour à un instant donné. Et pourtant, le temps, c'est absolument clé dans les essais randomisés. Donc j'aime beaucoup ce qu'avait dit Donnelly là-dessus. En fait, une synthèse d'évidence exacte, concise, non biaisée, c'est clairement la contribution la plus valable qu'une communauté de chercheurs peut offrir à des gens qui doivent prendre des décisions. Et je vous rappelle que les gens qui prennent des décisions, c'est aussi bien les politiques que les médecins au quotidien devant tous les malades. Et cette synthèse d'évidence, elle devrait être disponible en permanence pour pouvoir contribuer aux décisions qui sont prises. Et il rajoutait, et je trouve que c'est très fin, que même s'il y a des bonnes synthèses qui existent, elles sont toujours disponibles insuffisamment rapidement. Et dans le domaine de la santé publique, on pourrait avoir une synthèse suffisamment bonne pour être disponible avant que la décision soit prise. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir une version absolument parfaite de cette synthèse d'évidence, mais juste après que la décision soit prise. Et je pense que c'est extrêmement vrai. La deuxième chose, c'est que je pense que ces revues systématiques ou ces méta-analyses ne répondent pas bien aux besoins à la fois des malades, des médecins et des gens qui prennent des décisions. En fait, typiquement, les revues systématiques, très longtemps, se sont focalisées sur la comparaison entre deux traitements, A versus B ou A versus placebo. Et en fait, ça ne correspond absolument pas à la question que se posent ni les patients, ni les médecins, ni les autres decision makers. En fait, leur question, c'est parmi tous les traitements disponibles pour une maladie donnée, quelle intervention marche le mieux? Et pour faire ça, eh bien, on doit idéalement incorporer dans notre revue systématique ou dans notre méta-analyse tous les traitements disponibles pour la maladie d'intérêt et tous les essais cliniques évaluant ces traitements. Donc on a proposé, il y a quelque temps, de penser différemment ces méta-analyses et de faire un switch
de méta-analyse conventionnelle à ce qu'on appelle des living méta-analyses, mises à jour en permanence. Et puis, en fait, de faire un switch de multiples living meta-analyses to une seule global living network meta-analysis pour une maladie donnée. Donc, en pratique, l'idée, c'était de passer d'une série de méta-analyses disparates, souvent très en retard et redondantes, à une seule méta-analyse ou systematic review updatée en permanence, et une synthèse d'évidence incluant à la fois des méta-analyses et des méta-analyses en réseau de tous les traitements disponibles pour une maladie donnée ou une indication thérapeutique, ce qu'on a appelé Living NMA. Alors, est-ce que c'est faisable en pratique? Je dirais que non seulement c'est faisable, en fait, faire ce qu'on appelle une méta-analyse en réseau, ça peut être un boulot absolument énorme. Si vous vous intéressez à des maladies lourdes, où il y a beaucoup d'essais, par exemple l'hypertension artérielle ou la dépression, où il y a des centaines d'essais, voire des milliers d'essais, c'est un énorme travail. Et en fait, notre point, ce n'est pas que faire des living network meta-analysis est faisable, c'est qu'en fait, c'est déraisonnable de faire une méta-analyse en réseau et de ne pas l'updater ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, on investit un effort absolument considérable pour faire la méta-analyse en réseau initiale, et ne pas la maintenir au cours du temps est une erreur stratégique majeure. Donc on avait regardé par exemple sur un certain nombre de traitements. Donc on voyait que par exemple dans la méta-analyse en réseau initial, il y avait à peu près 45 essais, ou 45 traitements, pardon. Et on voyait que si on faisait une itération tous les 4 mois de cette méta-analyse en réseau, mais on rajoutait 2 traitements en moyenne. On avait 8000 articles à regarder pour la méta-analyse en réseau initial et à peu près 5% tous les 4 mois à regarder à nouveau parce que apparu entre-temps. Le nombre d'essais, c'était, vous voyez, 77 pour la méta-analyse en réseau initial et 4 tous les 4 mois à rajouter si on suivait cette méta-analyse. Et en fait, quand on regarde un certain nombre de méta-analyses en réseau, on avait fait ça pour 77 méta-analyses en réseau, eh bien on voit que la production d'essais pour toutes ces méta-analyses en réseau, elle n'est pas absolument énorme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a seulement un pourcentage qui est de 1/4 des méta-analyses en réseau pour lequel il y a plus de 7 essais par an qui sont produits. Donc voilà, ça ne va pas si vite que ça en fait. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a fait une méta-analyse en réseau, on se dit mais pourquoi on n'irait pas plus loin et pourquoi on n'essaierait pas d'améliorer et d'accélérer aussi le développement des guidelines? Parce qu'en fait, il y a toujours un retard entre la production d'évidence primaire, puis les méta-analyses en réseau, puis les guidelines, ce qui fait des retards parfois considérables. Donc voilà, donc l'idée c'est d'accélérer tout ce processus et d'accélérer non seulement la production d'évidence via des méta-analyses en réseau, mais également les guidelines qui sont développés en faisant ce qu'on appelle maintenant des living guidelines. Alors, faire ça, c'est très intéressant, mais en fait, il faut aussi que les développeurs de guidelines aient envie d'utiliser ce qu'on leur propose. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'avoir une base de données régulièrement updatée avec toutes les données extraites pour tous les essais inclus dans la méta-analyse. Donc à la fois la description des essais, l'évaluation du risque de biais de ces essais, l'effet de traitement extrait pour chaque critère de jugement, etc., qui permettrait aux développeurs de guidelines de faire leur propre méta-analyse à la limite, de rajouter des essais s'ils le veulent, d'enlever des essais s'ils le veulent, et d'avoir vraiment ces données extraites et à leur disposition. Et en fait, on a publié sur ce concept et montré que, par exemple, pendant la période du Covid, en fait, progressivement, on a fait ces living evidence synthesis, on a fait ces living guidelines, et le temps entre le développement de la recherche primaire et l'inclusion dans les guidelines s'est réduit de manière considérable. Alors, un autre point, c'est que en particulier dans la Cochrane, mais dans d'autres domaines, en fait, tout le monde se plaint en général de la qualité de l'évidence primaire, en disant, voilà,
Alors, soit on a des méta-analyses où, en fait, il n'y a aucun essai qui a été effectué, soit il y a des méta-analyses dans lesquelles on a des essais, mais en fait, ces essais sont de qualité variable. Donc, on a des essais avec des problèmes dans le design, des problèmes dans la manière dont est conduit les essais, des problèmes dans la manière dont ils ont été analysés, etc. Par exemple, on avait regardé ça il y a quelques années avec Yuri Yordanov, et on avait trouvé que 43% des essais inclus dans des méta-analyses Cochrane étaient à haut risque de biais. Par exemple, on sait que à peu près 50% des études pivotales dans le domaine du cancer pour des drogues approuvées par l'IME étaient jugées à haut risque de biais pour soit leur design, soit la manière dont ils avaient été conduits, soit les analyses. Par exemple, des outcomes absolument indispensables n'étaient pas mesurés ou quasiment jamais mesurés ou mesurés différemment. Par exemple, dans le domaine de la schizophrénie, il avait été montré qu'il y avait 2194 différentes échelles utilisées pour mesurer l'état des malades dans la schizophrénie. Deuxième chose, non seulement les essais n'étaient pas très bien faits, mais aussi ils étaient mal rapportés. Donc on sait, on a plein d'études là-dessus, qu'à peu près 50% des essais randomisés ne sont jamais publiés, alors que ça fait 20 ans qu'on travaille sur faire des registres d'essais, faire des lois qui obligent à poster les résultats de ces essais, etc. On sait qu'il y a un reporting sélectif des essais statistiquement positifs qui est énorme, et non seulement des essais, mais aussi de chaque outcome. Et puis, on sait qu'il y a des outcomes extrêmement importants qui sont fréquemment manquants. Par exemple, 26% des essais qui évaluent des analgésiques non opioïdes à frais chirurgie, seulement 26% de ces essais rapportent s'il y a des effets secondaires. Donc en fait, on est arrivé à une certaine négativité vis-à-vis du fait de faire des méta-analyses. Richard Horton, pour le Lancet, a même écrit un papier extrêmement agressif en disant voilà le filon des revues systématiques, quoi. Et en se demandant si l'énorme énergie, engagement et productivité de la communauté qui développe des revues systématiques, en d'autres termes la Cochrane, n'était pas empoisonnée plutôt, n'empoisonnait pas plutôt que nourrissait la pratique médicale. Alors, bon, très clairement, je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On sait très bien que les méta-analyses sont seulement aussi bonnes ou aussi mauvaises que les études qui sont incluses dans ces méta-analyses, c'est très clair. On sait que si les données sont de mauvaise qualité, le produit final, la méta-analyse, va être de mauvaise qualité. Et on sait qu'effectivement, il y a des milliers d'essais de mauvaise qualité, souvent de puissance insuffisante, souvent avec monocentrique, parfois frauduleux, parfois avec des études rétractées. Ça a été montré récemment, ou ça va être montré récemment dans un papier d'Isabelle Boutron, sont inclus dans les revues systématiques et les méta-analyses. Et en fait, une des questions qui se pose pour moi, c'est comment on peut améliorer de manière plus globale le système de production d'évidence. En fait, aujourd'hui, on a vraiment 3 systèmes qui contribuent à cette production d'évidence globale pour les interventions thérapeutiques. La recherche primaire, avec des essais randomisés, et peut-être demain de plus en plus d'emulated trials. La synthèse d'évidence, avec les revues systématiques, les méta-analyses, et le développement des guidelines. Et bien sûr, tout ça, c'est clairement corrélé. On sait, et Sylvie par exemple l'a dit, que le meilleur niveau d'évidence, ça devrait être des essais randomisés et encore plus des essais randomisés larges, et que le meilleur niveau d'évidence, en fait, c'est une méta-analyse d'essais de grande qualité. Et on sait également que les essais et les méta-analyses sont utilisés pour faire les reporting guidelines et pour informer la pratique clinique. Donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer vraiment mieux que ces systèmes sont interdépendants, oublier qu'ils doivent aujourd'hui être faits principalement en silo et renforcer les liens entre ces différents acteurs
avec l'idée d'avoir peut-être un cercle vertueux d'amélioration continue de l'évidence. Par exemple, essayer d'améliorer la qualité des essais pour améliorer la qualité des revues systématiques et puis à la fin, obtenir une meilleure qualité de clinical guidelines. Voilà, et donc avoir une réflexion plus commune là-dessus. Alors notre idée, c'est qu'en fait, lorsqu'on fait une méta-analyse, une living network meta-analysis, c'est un énorme travail, mais ça ne serait pas un travail tellement plus important de faire aussi un living mapping de la recherche pour aider à la planification des futurs essais, pour aider les essais à choisir des meilleures questions auxquelles ils devraient répondre, pour avoir un living monitoring de la qualité de ces essais. Par exemple, les outcomes utilisés correspondent-ils aux core outcome sets qui ont été définis pour une pathologie donnée? Est-ce que les principales erreurs méthodologiques qu'on voit dans des séries d'essais ont été corrigées, etc. On pourrait aussi faire un living monitoring de la transparence de ces essais pour améliorer la qualité du reporting, voir si ces essais ont prévu de partager leurs données ou pas. Et voire même, on pourrait faire un living disclosing de la qualité et de la transparence de ces résultats par financeur, par journal, par université, etc. Donc l'idée, ça serait vraiment d'avoir une communauté responsable dans un domaine donné, un champ donné, qui pourrait être une maladie ou plus large ou plus étroit qu'une maladie, regroupant des trialistes, des cliniciens, des systématiques reviewers, des patients, des méthodologistes, des statisticiens, des experts des guidelines, avec l'idée d'améliorer l'ensemble du système plutôt que de se plaindre en permanence que les acteurs autres ne font pas bien leur job. Alors, toujours pour illustrer ça, ben voilà par exemple, toujours sur notre exemple cancer du poumon, voilà, vous avez à gauche le réseau pour un critère pour le réseau d'essais disponible dans ce domaine, et vous avez à droite le réseau d'essais pour lequel il y a des mesures de qualité de vie. Et on voit qu'il n'y a quasiment pas d'essais où on mesure la qualité de vie, ce qui est insensé dans un domaine comme le cancer du poumon. Donc peut-être que si on voyait ça et qu'on donnait comme consigne ou comme voilà, aux gens qui vont développer de nouveaux essais, de ne surtout pas oublier de mesurer la qualité de vie et surtout pas oublier de la rapporter, parce que je présume qu'en plus, ils la mesuraient, eh bien, ça améliorerait à la fin le résultat. Je pense qu'il y a beaucoup trop, par exemple, de gens qui font des essais qui pensent que grâce à leur essai, on va répondre à une question. En fait, 99% des essais ne vont pas répondre à une question, mais vont répondre à une question dans le cadre d'une méta-analyse ultérieure. Et beaucoup des critères de jugement qui ne sont pas utiles à l'échelon d'un essai seraient extrêmement utiles pour une méta-analyse ultérieure. Alors, on a essayé de conceptualiser ça. On a fait une série de 3 papiers avec Isabelle avant la période du Covid sur le Future of Evidence Ecosystem, avec 3 papiers sur il faut des changements importants dans le domaine des revues systématiques. 2, il y a plein d'opportunités qui se présentent à nous, en particulier l'intelligence artificielle pour sélectionner les papiers, etc. Et 3, comment on peut passer d'un évidence synthesis écosystème à un évidence écosystème qui soit plus vertueux. Et puis ensuite est arrivée la période du Covid. Et donc là, on a profité de cette période du Covid, entre guillemets, pour faire une preuve de concept, en fait. Et on a fait le projet Covid-Enema, qui était dirigé par Isabelle. Et dans ce projet Covid-Enema, on avait initialement une Living Systematic Review. Et en même temps, on a fait un living mapping des résultats des essais. Et on espérait, mais la durée de la pandémie, heureusement, ne nous a pas permis de le faire, d'avoir un living monitoring et feedback, etc. Et donc, on a fait un living mapping de tous les essais faits dans ce domaine, avec comme idée que ça aiderait les gens qui décideraient du financement de nouveaux essais, ça aiderait aussi de savoir ce qui existait comme essai. Et on a fait une synthèse en temps réel ou quasi réel de tous les essais publiés dans le domaine.
Donc living mapping avec une très belle montée en flèche liée aux essais sur l'hydroxychloroquine. Donc un living mapping très complexe également pour tout ce qui était les essais vaccinaux. Une living systematic review avec les différentes étapes, hein, vraiment l'extraction des données, l'évaluation du risque de biais, l'analyse du réseau, l'analyse grade, donc ce que vous a présenté Holger Schulman, la living systematic review, les updates toutes les semaines, etc., etc. Et puis toutes les données disponibles sur une plateforme. Voilà. Donc nous sommes assez persuadés qu'il faut continuer dans cette voie et qu'il faut eh bien, repenser non pas chaque étape dans cette construction d'évidence, mais l'ensemble du système pour essayer de l'améliorer. Voilà, je vous remercie.